Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, bonsoir, c'est Oussama, ça fait plaisir. Aujourd'hui, bonsoir Madame Touria, on va recevoir une éminente kinésithérapeute, neurophysiologiste, spécialiste en rééducation vestibulaire, qui va nous parler de la rééducation vestibulaire, des premiers pas vers la rééducation vestibulaire. Et donc, sans doute, vous la connaissez tous, c'est Madame Myriam Achabek qui va nous rejoindre. Et la voilà, elle vient de nous. Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum. Madame Myriam, ça Ramadan Mubarak Saïd, salama, l'afia. Ça fait plaisir de te voir, Smaïl. Merci beaucoup, ça fait Je plaisir. tiens vraiment à te féliciter, toi et Younes et Hassan, pour cette belle initiative. Parce que ça veut dire votre générosité et votre soif d'apprendre et surtout votre générosité de partager avec les autres. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous d'inviter une éminence nationale. À l'échelon mondial, Madame Myriam Achabek, elle a déjà honoré la prestigieuse chaîne de TV5 en France quand il était neurophysiologiste en France. Et il est très connu partout au monde comme experte et comme leader. Merci. Centre de rééducation et d'exploration aussi de la neurophysiologie de l'oreille interne. Et donc, c'est un honneur avec nous. C'est un honneur cette semaine, vraiment, parce qu'on a réuni deux sommités, deux femmes qui donnent l'exemple au Maroc de la femme marocaine qui brille dans le ciel de la... Oui, on a eu l'honneur de... Madame Achabek. Merci. Oui, c'est une semaine spéciale qu'on a passée avec vous. Et donc, sans trop tarder, je vous cède la parole pour nous parler de votre domaine de spécialité que vous maîtrisez. Voilà. Alors, je te remercie encore une fois pour le titre parce que je trouve qu'il est très pertinent. C'est justement premier pas vers la rééducation vestibulaire. Parce que je sais que la kinésithérapie, c'est un monde très, très vaste. Et il y a énormément de choses, alhamdoulilah, maintenant, plus Maghreb, le Maroc. Donc, il y a des programmes, malheureusement, la formation de base. Donc, c'est après, en troisième cycle, le master, ou des études en DU, ou en DUT, et tout ça, on peut faire quelques spécialisations en rééducation, notamment la rééducation vestibulaire. Donc, la rééducation vestibulaire, tout simplement pour les gens qui connaissent ou les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est tout simplement rééduquer l'appareil vestibulaire. C'est-à-dire que quand on a un vertige ou bien on a un trouble de l'équilibre, peu importe, on peut avoir les deux. Donc, tu as eu déjà l'occasion de savoir, tu sais très très bien ce que c'est. Donc, en fait, au niveau de l'oreille interne, bon, je voulais ramener l'oreille, mais désolée, avec Ramadan, on n'a pas eu peut-être fait notre emploi. Donc, en fait, au niveau de notre oreille, au niveau de l'oreille interne, on a un organe qui s'appelle le vestibule. Et lui, il est responsable de notre équilibre. Donc, en fait, au niveau de l'oreille interne, c'est pas que l'audition, parce que souvent, les gens pensent que l'oreille interne, son rôle principal, c'est uniquement l'audition. Donc, il y a l'audition, donc au niveau de la cochlée, et il y a une partie qui est responsable de l'équilibre. Donc, quand on dit qu'on a un problème vestibulaire, ou on a une lésion, une maladie, peu importe, au niveau de l'oreille interne, automatiquement, on a un vertige. Automatiquement, on a un trouble de l'équilibre. Automatiquement, on a une instabilité, une ataxie. Donc, notre rôle, bien sûr, nous, en tant que kinésithérapeute, c'est rééduquer l'équilibre, c'est-à-dire redonner une fonction dans le cas où l'appareil vestibulaire parce que parfois, elle peut être totalement lésée. Elle peut être partiellement lésée. Comme elle peut être lésée, mais d'une façon irréversible ou réversible. Donc, parfois, par exemple, dans certains médicaments, la prise de certains médicaments autotoxiques, notamment les aminosides, la gentamicine, souvent, quand on prend ces médicaments-là, malheureusement, ils détruisent l'oreille interne, mais d'une façon irréversible. Dans ce cas-là,
pas faire grand-chose. Donc, tout simplement, on va rééduquer deux autres contraintes neurosensorielles qui sont les yeux, qui sont l'appareil justement somesthésique, tout ce qui est réflexe vestibulo-spinal et tout ça. هذه من ناحيه ملي كيكون عندنا une irréversibilité. ملي كيكون عندنا juste viral ou traumatique ou les cristaux dont on va parler tout à l'heure et tout ça, à ce moment-là, notre place elle est très 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 importante dans la prise en charge de ces parce qu'on n'hésite pas de me, je sais que tu maîtrises bien le sujet, donc n'hésite pas de me, que ce soit interactif pour les kinés, pour, parce que canaliser un peu la discussion. Oui. Donc voilà, c'est ça la rééducation vestibulaire. Donc, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à tout patient qui a un vertige ou un trouble d'équilibre, qui a un appareil vestibulaire qui est non fonctionnel, qui a un dysfonctionnement, qui a. Maintenant, Comment on sait que cette personne a un vertige qui est dû à un problème vestibulaire périphérique ou dû à autre chose? Je sais très bien qu'il y a plusieurs types d'attaques, voilà, qui peut être cérébelleuse, qui peut être, voilà. Donc, on a des investigations dont tu as parlé tout à l'heure, l'exploration vestibulaire autoneurologique. On a pas mal des examens qui vont nous permettre, donc, bien sûr, c'est l'ORS, c'est les neurophysiologues et tout ça, qui font des tests comme ça, comme le VHIT, le VNG. Donc, c'est des examens qu'on va pas détailler aujourd'hui. Maintenant, qui nous permettent de savoir quelle est l'oreille qui est lésée. Est-ce que c'est réellement l'oreille interne ou pas? Si c'est l'oreille interne, quelle partie? Est-ce que ce sont les canaux semi-circulaires? Est-ce que c'est le tricule? Quelle partie est lésée? Est-ce que juste une petite partie ou toute la partie? Est-ce que juste une oreille ou les deux oreilles? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc déjà, on fait un diagnostic. Une fois le kinésithérapeute reçoit le patient, à ce moment-là, il va faire son propre bilan fonctionnel à lui-même. Il va faire, vous savez très bien qu'il y a un vertige qui est très connu qui s'appelle le VTTV. C'est quoi le VTTV? C'est le vertige positionnel paroxystique bénin. C'est-à-dire, بالعربية, tout simplement, بالدرجة ديالنا d'une façon très très vulgarisée, عندنا واحد الحجيرات واحد العقيقات عندنا كاملين في l'oreille interne. ومن اللي كيعطيونا des informations واش حنا طالعين واش حنا هابطين. Et qu'est-ce qui se passe parfois suite à une mauvaise nutrition, un problème de vitamine D, un problème de calcium. Vous savez que la vitamine D fixe le calcium. Exactement. Donc une carence en vitamine D peut donner une désagrégation et une désaltération des cristaux, donc les cristaux vont tomber. Parfois juste avec un traumatisme crânien, juste en se cognant la tête. Parfois suite à un virus qui va attaquer l'oreille interne. Donc en fait les causes elles sont multiples. Parfois c'est juste le vieillissement, tout simplement. C'est la presbytie vestibulique qui va donner comme une chute de cheveux et tout ça, donc automatiquement elles vont se dégrader. Alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau de notre oreille, on a des canaux. On a des canaux horizontaux comme ça qui vont nous orienter et nous informer si on bouge à droite, on tourne la tête à gauche. Et on a deux autres qui sont plutôt dans le plan vertical et qui vont nous informer sur le mouvement de la tête dans le plan vertical. Ces cristaux, quand ils vont tomber, ils vont rester bloqués et coincés à l'intérieur de ces canaux. Et ces canaux, à l'intérieur, il y a des liquides, et quand on a un vertige, la personne, quand elle a la tête droite, comme ça, il n'y a pas de problème, elle va commencer à faire sa prière, elle va vouloir se coucher, elle va vouloir, par exemple, mettre des collyres ou des gouttes les yeux, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que ça va induire une migration et un mouvement anormal des cristaux à l'intérieur de ce liquide, et automatiquement, qu'est-ce que ça va donner? Un vertige rotatoire très violent, impressionnant, où le patient voit toute la pièce tourner autour de lui, ou carrément le plafond vraiment tourné, ou parfois c'est le lit qui est inversé, vraiment c'est très désagréable, avec une tachycardie, transpiration, parce qu'il y a une angoisse, il ne sait pas ce qui lui arrive, des nausées, voire même des vomissements. Donc, c'est ce type de vertige, alhamdoulilah, heureusement il est bénin, il est très fréquent, et quand il est bien diagnostiqué, le kinésithérapeute en une seule manipulation, il peut le guérir. Ce qu'on appelle en arabe munawarat. Donc c'est des manipulations qu'on appelle des manœuvres thérapeutiques ou bien des manœuvres libératoires. On se positionne dans l'axe et le plan du canal atteint en se basant sur des mouvements au niveau des yeux, ce qu'on appelle les nystagmus. On est guidé par une vidéonystagmoscopie.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va libérer ces cristaux à l'extérieur. Et à ce moment-là, on va demander au patient de ne pas bouger. On le revoit pour un contrôle après, plus tard. Et puis après, c'est terminé. Et dans ce cas-là, dans ce cas de figure, le patient ne se plaint pas d'instabilité, il se plaint plutôt de vertige rotatoire. Donc, c'est bien clair pour lui. Il va vous dire que ça tourne. Dans le cas de lésions comme par exemple la névrite c'est une inflammation du nerf vestibulaire. C'est-à-dire qu'on a un virus, tout simplement, ça peut arriver à tout le monde. Donc un virus, il va attaquer d'une façon brutale le nerf vestibulaire. Donc ça donne une déaférentation du nerf, donc plus d'informations qui arrivent au noyau vestibulaire au niveau du cervelet, et à ce moment-là, c'est un vertige très violent, très intense, qui dure quelques jours, contrairement au premier, qui dure quelques secondes. Et il est positionnel. Celui-là, il va durer quelques jours avec une instabilité importante. Limite, il se tient debout. Des vomissements très importants. Sueur, parfois des diarrhées et tout ça. Ça dure quelques jours. Et puis après, le vertige va diminuer petit à petit, laissant place à une grande instabilité. Et ça, par contre, c'est pas des manipulations qu'on va faire, mais c'est surtout de la rééducation à raison, donc à peu près, ça dépend de la lésion, entre 15 à 20 séances, à raison de 2 à 3 séances par semaine. Et en plus de ça, il faut impliquer le patient pour qu'il fasse aussi des exercices et de la rééducation chez lui, à la maison. Très bien. D'accord. Un autre programme à réaliser à la maison, des conseils d'hygiène. Exactement, tout à fait. Il y a une autre maladie, une autre pathologie qui est très importante et qui est très fréquente aussi, malheureusement aussi au Maroc, c'est la maladie de Menière. Donc, la place de la kinésithérapie dans la maladie de Menière. La maladie de Menière, c'est quoi? C'est une maladie qui est due à une hyperpression du liquide endolymphatique. Au niveau de notre oreille, comme j'ai dit tout à l'heure, on a du liquide. Ce liquide, parfois, après une contrariété, c'est une maladie un peu psychosomatique avec le stress, avec la pression de la vie. Qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation, une hyperpression du liquide endolymphatique et ça donne une sensation d'oreille bouchée, ça donne une baisse de l'audition, ça donne un bourdonnement, c'est-à-dire que le patient va entendre un bruit très violent au niveau de son oreille, comme un bruit de moteur ou un bruit de vague et tout ça, une baisse d'audition et un vertige très important. C'est ce qu'on appelle la triade symptomatique. Alors, chez ces patients-là, notre place, en tant que kinésithérapeute, est-ce qu'on peut dire qu'on guérit cette maladie? Non, on ne la guérit pas. Mais on prend en charge ce patient justement pour gérer son vertige, gérer son instabilité, gérer l'intercrise. Le médecin, notamment l'ORL, va s'occuper de la partie médicale puisqu'ils vont prendre des diurétiques, des médicaments antivertigineux, des vestibuloplégiques. Et puis, la troisième personne concernée, c'est le patient lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va falloir une bonne hygiène de vie, une bonne règle hygiéno-diététique, c'est diminuer le sel, un régime hyposodé, du sport, du yoga, de la relaxation, de la sophrologie, et j'en passe. D'accord? Puis, il y a bien sûr les déséquilibres des sujets âgés. Il ne faut pas qu'on oublie qu'aussi il y a la presbyataxie, la presbyvestibulée. Donc, l'appareil vestibulaire, lui aussi, comme tous les autres appareils, automatiquement, il va vieillir. D'accord? On sait très bien que l'équilibre, il n'est pas géré uniquement par l'appareil vestibulaire, il est géré par l'appareil visuel, par le système visuel, et par tout ce qui est proprioception, somesthésie. Donc, automatiquement, on a une diminution de la vision avec l'âge, on a beaucoup de problèmes de santé, et donc, automatiquement, ça perturbe un peu tout le système. Chez ces personnes-là, on peut éventuellement les aider à avoir une meilleure autonomie, un meilleur équilibre, une meilleure gestion, justement, de leur vie quotidienne. Très bien. J'ai 5 questions. Est-ce que je pose les questions ou j'attends? Non, allez-y. Ça sera plus intéressant. Comme ça, on fait pour les kinés. Je pense que c'est des kinés. Ce sont des kinés qui sont en train de suivre. Ici, toutes disciplines confondues. Il y a des kinés, peut-être il y a des ergothérapeutes, il y a des médecins avec nous des fois, de temps en temps.
Voilà, donc la première question, est-ce que quand il fait froid, les douleurs en provenance de l'oreille, est-ce qu'ils ont une relation avec le vestibule ou c'est juste en relation avec des douleurs, des antécédents de problèmes d'oreille en général? Alors, une très bonne question. Donc, quand on parle de douleur, c'est automatiquement, c'est pas l'oreille interne. C'est plutôt l'oreille externe ou l'oreille moyenne. C'est des otites mal soignées. C'est l'oreille interne. La souffrance de l'oreille interne se manifeste par un vertige, pas par une douleur. Très bien, très clair. Le poids et tout ça, c'est l'ORL, c'est pas l'oreille interne. Il faut vraiment voir l'ORL. Voilà, excellent. Merci pour les éclaircissements, Madame Myriam. Deuxième question, est-ce que l'altitude, en partant vers l'altitude, est-ce que ça peut causer un VPPB? Est-ce qu'il y a un lien entre l'altitude et le VPPB? Le VPPB, non. Le vertige, oui. Très bien. Il y a une deuxième question qui est en lien avec le vertige. Je vais compléter la deuxième partie de la question. Est-ce que les vertiges d'altitude ont une relation avec l'oreille interne? Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, voilà, je remercie la personne qui a posé cette question parce que justement, ça me permet de parler de ce point qui est très important. En fait, le VPPB ne peut pas venir d'un problème d'altitude. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on ne peut pas confondre. Le VPPB, c'est mécanique. C'est dû à une chute anormale des cristaux au niveau de l'oreille interne pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Traumatique, métabolique, d'accord, autotoxique, autre. Maintenant, il y a un vertige justement qui est dû à l'altitude. Pourquoi? Parce que l'altitude, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une augmentation de la pression. Donc, il y a un problème pressionnel. Donc, ça peut être soit un début de manière, soit, parce qu'il y a le vertige de l'altitude, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le vertige des hauteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de sensation d'oreille bouchée. C'est une phobie, c'est une peur. Les gens ont peur de la hauteur. Il y en a beaucoup, d'accord? Donc ça, c'est une forme, c'est autre chose. Mais si je sens mon oreille bouchée, tout ça, ça peut avoir une relation avec une hyperpression. Donc, effectivement, ça existe. Okay. Et d'ailleurs, les patients qui ont des problèmes d'hydrops ou des problèmes de Ménière, ou début de Ménière, ou syndrome méniériforme, ce sont des patients qui ont mal, et qui souffrent, par exemple, dans l'avion. Okay. En montagne. Et on conseille généralement d'éviter. Voilà. Merci. Il y a une autre question. Par rapport au nombre de séances, est-ce que pour le VPP, par exemple, est-ce qu'une séance est suffisante? Oui. Une séance. Alors, j'explique pour que ça soit clair. Si j'ai un VPPB, alors pour le VPPB, j'ai bien expliqué que ce sont des cristaux qui tombent dans le canal. Maintenant, si je me cogne rapidement et très fort la tête, ces cristaux peuvent tomber dans plusieurs canaux. Dans le canal horizontal, dans le canal postérieur, dans le canal supérieur. Donc, je vais me retrouver avec un VPP qui est multicanalaire. Si j'ai un VPP multicanalaire, je ne peux pas traiter en une seule séance. Donc, si j'ai un VPP monocanalaire, c'est-à-dire les cristaux sont tombés dans un seul canal, une seule manœuvre bien faite est suffisante. Si par contre, j'ai plusieurs cristaux dans plusieurs canaux, bien sûr, chaque canal va être traité à part. Si j'ai 2 canaux, c'est 2 séances. Si j'ai 3 canaux, c'est 3 séances. Si j'ai les 2 oreilles, c'est encore plus. Voilà. Donc, en fonction, et c'est pour ça qu'il faut faire, la première des choses qu'il faut faire pour un bon diagnostic, le kiné, quand il reçoit son patient, il ne doit pas hésiter à faire les manœuvres diagnostiques avant de faire les manœuvres thérapeutiques concernant les 2 oreilles et tous les canaux. Il faut qu'il voit, est-ce que le canal postérieur, oui, non, d'accord. Allez, horizontal, ça va, non, il n'y a pas. Le postérieur, le supérieur, allez, hop, je vais voir le droit, je vais voir le côté gauche, voilà. Et je fais mon état des lieux. Ce monsieur présente un VPPB, par exemple, droit postérieur et gauche horizontal. Oui. Je traite le côté droit, puis après je traite le côté gauche. Si je fais ma manœuvre diagnostique, je fais mon état des lieux et je trouve qu'il a un seul VPPB monocanalaire, une seule manipulation bien faite est suffisante. Super. Donc, pour résumer, le fait, pour avoir voilà, une précision sur le nombre de séances, le pronostic, pour mieux communiquer avec le patient, il vaut mieux faire un bilan diagnostique au début, des 2 oreilles, des canaux. Voilà, et comme ça, d'abord, pour la crédibilité du kiné,
Parce qu'il ne peut pas, s'il commence à faire juste une seule manœuvre sans savoir ce qu'il a, déjà son compte rendu va être faux. Parce qu'on a un compte rendu à mettre, voilà, VPP. Donc il met VPP monocanalaire, d'abord c'est faux. Et de deux, le patient ne va pas être soulagé à 100% parce qu'il va soulager, par exemple, la position où, par exemple, il va mettre des gouttes oculaires parce que c'est le postérieur. Oui. Mais s'il veut, par exemple, prier Raïs Jit, c'est le canal horizontal. Il dit, alhamdoulilah, ça va, là, mais quand j'ai encore un vertige. Ça veut dire que son canal horizontal n'est pas encore libéré. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre son temps le jour de la première séance, là, le premier contact. Je fais mon anamnèse, je fais mon état des lieux. Est-ce que c'est juste un VPP ou là, un VPP associé à une névrite? Oui. Mon bilan, mon testing musculaire, mon bilan articulaire et tout ça, sur tout ce qui se passe, je passe au plan de traitement pour que ça soit efficace. Ok. Merci, madame, pour ces éclaircissements. C'est une question de madame Leila Tergougui. Une question personnelle. Je salue. Voilà, il est avec nous. Est-ce que quand le sérum, quand il devient comme du sable sec, est-ce qu'il peut nous renseigner sur l'état des cristaux? Quel sérum? Le sérum sec. Le sérum, quand il devient comme du sable. Le sérumen? Quel sérum? Je pense qu'il veut parler du surhumain, oui. Le sérumen. Oui. Non, le sérumen, ça n'a rien à voir avec l'oreille interne, ça n'a rien à voir avec les cristaux. Le sérumen, c'est des sécrétions qui sont au niveau du conduit auditif externe. Pour neutraliser les corps étrangers, etc. Voilà, ça n'a rien à voir. Les cristaux, ils sont bien au niveau de l'oreille interne, c'est très profond, c'est au niveau du rocher, de l'os du rocher, c'est minuscule, c'est microscopique, il tapisse justement la membrane gélatineuse sur les cellules neurosensorielles, donc c'est vraiment très très profond. Alors le sérumen, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Merci madame Myriam. Et une autre question, est-ce que le VPPB peut-il récidiver? Oui. Ah oui, malheureusement. Est-ce qu'il peut-il récidiver? Moi, j'ai souvent cette question, justement, des patients, parce que quand ils viennent me voir, ils me disent quand ils sont bien, ils sont guéris, ils me disent est-ce que c'est bon? Malheureusement, on ne peut pas prévoir, hélas, une autre récidive. Oui. Donc, je traite. Si j'ai un cheveu qui tombe, je ne vais pas empêcher qu'un autre cheveu tombera plus tard. Oui, c'est pour ça qu'en général, on leur donne une bonne cure de vitamine D et de calcium pendant un mois pour bien consolider leurs cristaux. Oui. Mais c'est très rare, mais ça peut arriver. Merci. Une autre question. Est-ce qu'une perforation tympanique peut être à l'origine de vertiges? Alors, une perforation tympanique, on est toujours dans l'oreille externe. Ça peut donner des problèmes d'audition, mais peut-être ça peut donner des vertiges d'une façon indirecte. Pourquoi? S'il fait froid. S'il fait froid, s'il y a de l'eau qui rentre et tout ça, ça donne des infections. C'est le froid qui rentre qui peut donner une stimulation. Mais c'est encore loin quand même de l'oreille interne. Si c'est pas bien traité, s'il y a des infections, il y a des surinfections et tout ça, à ce moment-là, oui. Mais juste une tympanoplastie peut faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Merci pour les éclaircissements. Notre question, est-ce que la sensation de pression au niveau des yeux a une petite corrélation avec tout ce qui est oreille interne? Oui. Très bien, excellente question. Alors justement, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'oreille interne, elle a des amis avec elle travaille donc, pour gérer l'équilibre. C'est ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire. D'accord? Donc, quand on a un problème au niveau de l'oreille interne, tu le sais très bien, Ismaël, que si on lit grâce à nos oreilles. À nos oreilles, parce que... Voilà, c'est l'oreille qui fait exactement. C'est l'oreille qui fait stabiliser
l'image sur la rétine. Quand on a une déficience au niveau vestibulaire, les muscles oculomoteurs, c'est comme s'ils vont travailler plus que ce qu'il en faut. Donc, il y a une pression, une forme de tension, une fatigue visuelle oculomotrice qui s'installe. Et souvent, nous, d'ailleurs, dans la rééducation vestibulaire, on travaille beaucoup les yeux. On travaille beaucoup tout ce qui est oculomotricité, tous les muscles. On renforce les muscles pour soulager un tout petit peu cette pression, cette tension sur les muscles oculomoteurs. Et souvent, je travaille aussi en collaboration avec des orthoptistes aussi. Quand on travaille ensemble, on a un meilleur résultat. Meilleur résultat. Toujours la pluridisciplinarité, Bah oui, bien sûr. Chacun apporte un peu ce qu'il à l'édifice, oui. Voilà. Une autre question. Est-ce qu'il y a un lien entre les dysfonctionnements vestibulaires et la scoliose? Scoliose, déformation rachidienne. Il y a beaucoup de monde qui parle si on a une position. Voilà. On avait discuté de ça, Ismaël. Il y avait même une communication, si tu te rappelles. Et on avait fait, effectivement, oui. Il paraît que, bon, j'ai pas fait une étude sur ça, mais on a eu des cas. Par exemple, moi, j'ai eu un cas d'un pilote, d'un commandant de bord, qui avait un problème de cervicalgie très importante, des douleurs et tout ça, et c'était rebelle. Ça cédait pas au traitement kinésithérapique, d'accord? Et quand ils ont diagnostiqué au niveau de l'hôpital et tout ça, ils ont trouvé que c'était une névrite. Oui. Et en fait, lui, comme il était jeune, il compensait parce que une névrite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma tête est comme ça. Donc, en compensant, il avait des douleurs. Effectivement, quand on a une instabilité, notre oreille il est un tout petit peu comme ça. Donc, ça peut, effectivement, donner des malformations ou plutôt des attitudes scoliotiques. Peut-être, je dirais pas scoliose, mais peut-être des attitudes scoliotiques. Mais il y a des études, et même moi-même, j'ai assisté à pas mal de communications où ils ont fait des études et des statistiques, même des publications sur une relation assez importante entre une aréflexie vestibulaire unilatérale avec la scoliose du côté de l'atteinte unilatérale. Mais moi, personnellement, comme je vois pas beaucoup les scolioses, il y en a eu peut-être 3 ou 4 personnes qui sont venues pour un problème d'oreille interne. On a cette justement relation entre les deux. Mais c'est un sujet qui mérite peut-être une collaboration entre un kiné vestibulaire et un kiné qui fait peut-être tout ce qui est justement tout ce qui est la statique rachidienne et tout ça, les déformations. Merci beaucoup, encore une fois. Dans quel cas, est-ce que c'est le VPPB ou Ménière où on va trouver une atteinte de l'audition? Et faut-il faire auditif? Oui, pas dans le VPPB. Dans le VPPB, je le dis et je le répète, s'il vous plaît, comme ça. Le VPPB, c'est une atteinte mécanique. Et vous avez un caillou dans la chaussure. Vous appuyez, vous avez mal. Vous prenez des médicaments, vous prenez ce que vous voulez. À chaque fois que vous allez appuyer, vous allez dire aïe, vous aurez mal. C'est la même chose au niveau de l'oreille interne. Mais qu'il n'y a pas problème d'instabilité, ni problème d'audition, ni rien du tout. Vous êtes assise comme ça, en position stable, vous n'avez rien. Vous bougez la tête, c'est positionnel. Le VPP, c'est vertige positionnel. C'est au moment de changer la position de la tête. C'est là où vous avez le vertige. On n'a pas du tout de signe auditif. Oui. La maladie de Ménière, c'est la maladie de Ménière où on a un signe auditif. Et c'est très important de faire un bilan auditif. Un audiogramme est très important parce qu'on a une baisse d'audition et surtout sur les fréquences graves. Donc, quand on trouve une baisse de l'audition avec une sensation d'oreille bouchée, avec un bourdonnement, en plus de ça, des vertiges, on est sûr que c'est la maladie. Cliniquement, on est sûr que c'est la maladie de Ménière. Si on fait le bilan auditif il est normal, on n'a pas le droit de parler de maladie de Ménière, mais on peut dire un syndrome méniériforme. Ça ressemble à un Ménière, mais ce n'est pas encore un Ménière. Ça peut évoluer vers un Ménière, mais ce n'est pas un Ménière. On peut parler d'hydrops. Mais pour parler de Ménière, il faut absolument la triade symptomatique. Baisse d'audition, acouphène, vertige. Voilà. Pour que ça soit clair. Voilà, merci. Merci. Très clair. Et c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie capricieuse, imprévisible, psychosomatique, qui arrive après une contrariété, avec l'énervement, avec la pression, avec les deuils, avec des deuils mal faits, avec... bon, vraiment, c'est lourd. Quand on a un divorce difficile, ou là, on a perdu quelqu'un très cher, vraiment, c'est un choc émotionnel. C'est suite à un choc émotionnel. Le VPPP, non.
Le VVV, c'est des cristaux qui tombent, qu'on retire, qu'on libère, on n'en parle plus. Par contre, on peut avoir les deux. Mais ça, c'est à moi un problème. Lindsay ou un truc comme ça. Là, n'empêche pas l'autre. On peut avoir une manière associée à un VVV. Oui. C'est comme Lindsay et Milway. Lindsay et Milway, c'est dans le cas de la névrite. Quand on a une névrite, voilà, une névrite qui est compliquée justement par. Et on parle de Lindsay et Milway, c'est ça. Bravo. Quelle est la relation entre. Est-ce qu'il y a une relation entre la mauvaise irrigation du cerveau et les vertiges? Voilà, mauvaise irrigation peut être due à une insuffisance valvulaire du cœur, etc. De quelconque, voilà l'origine. Est-ce qu'elle peut donner des vertiges similaires aux problèmes vestibules? En fait, les vertiges, il y a plusieurs types de vertiges. Il y a les vertiges de type périphérique, il y a les vertiges centraux, il y a les vertiges dus justement à un problème vasculaire et tout ça. Moi, je parle vraiment quand l'oxygénation du cerveau, si on est dans le système nerveux central. Donc, ça, c'est autre chose. Ça peut donner des vertiges, mais des nystagmus assez atypiques, assez, pas les VPV, pardon, les nystagmus d'origine vestibulaire qui sont typiques. D'accord? Donc, nous, quand on travaille sur les vertiges sur l'appareil vestibulaire, c'est vraiment les vertiges qui sont dus à un dysfonctionnement de l'appareil vestibulaire. Bien sûr, un problème d'irrigation, d'oxygénation peut donner des vertiges, mais qui sont différents des vertiges qu'on traite lors de notre prise en charge. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a l'artère auditive, qui parfois peut donner des problèmes. Pourquoi? Parce que l'artère auditive, c'est une irrigation terminale. Donc, qui dit irrigation terminale, c'est une irrigation qui est fragile. Donc, un petit accident vasculaire ou ischémique ou la chihaja peut donner justement une asymétrie, le terme chalien, une atteinte, une lésion assez importante du nerf vestibulaire. Comme parfois, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le conflit vasculo-nerveux. Parfois, l'artère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme ça sur le nerf. Oui. D'accord? Et ça aussi, ça donne des vertiges, des troubles d'équilibre, ça donne des problèmes d'irrigation et tout ça. Donc, ça, après, c'est l'IRM, c'est le scanner qui montre ça, c'est le médecin, c'est le neurologue. Nous, on reste vraiment dans le cas des vertiges, où il n'y a pas de trouble central, où le diagnostic a été fait et le problème, il est vraiment localisé au niveau de l'oreille interne. Très bien. Merci, madame. C'est très clair. Encore une question. Est-ce qu'il y a un lien entre la paralysie faciale et les vertiges? Ah oui, parfois oui. Vous savez très bien que le nerf vestibulaire, elle est à côté du nerf auditif. C'est la huitième, le nerf auditif, ou le nerf cochléo-vestibulaire, c'est la huitième paire crânienne. Oui. C'est la huitième. Je veux dire le paquet. C'est ça, c'est ce que je vais dire. Donc, c'est la huitième paire crânienne et le nerf facial, c'est septième. C'est le 7. Oui. Donc, ils sont à côté. Et c'est là, comme tu viens de dire, on parle de nerf du paquet acoustico-facial. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on a ce qu'on appelle le neurinome de l'acoustique. Oui. D'accord? Le neurinome de l'acoustique, là, le schwannome, c'est une petite tumeur bénigne qui est au niveau du nerf et parfois, il peut prendre du volume, il va saigner, il va toucher même le nerf facial. Et ça va donner justement une aréflexie, une atteinte totale du nerf vestibulaire, du nerf cochléaire et puis du nerf facial. Mais souvent, on fait plus attention à la paralysie faciale qu'au problème du vertige. D'accord? Puis après, il y a le problème aussi de zona qui peut aussi atteindre tout ce paquet acoustico-facial. Et moi, j'ai souvent de patients qui ont des problèmes de paralysie faciale et réflexie vestibulaire. Aussi, après la chirurgie en post-chirurgicale, le nerf vestibulaire et le nerf facial peuvent aussi être touchés. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, on peut avoir un problème de paralysie faciale, à Frigorie par exemple, sans avoir un problème vestibulaire. On peut avoir un problème vestibulaire sans avoir un problème facial, comme on peut avoir les deux. Ça dépend du type de la lésion et de la localisation de la lésion. Très bien. Merci. Donc, il y a une question par rapport au réflexe vestibulo-oculaire. Celui qui pose la question dit, est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'il y a comme lien exactement entre les muscles de l'œil et le vestibule?
Alors, au niveau des muscles oculomoteurs, on a six paires, c'est ça? Donc, voilà, on a le droit interne, le droit externe qui permet de faire les mouvements, de bouger les yeux dans le plan horizontal. Et on a les quatre autres, c'est le grand oblique, petit oblique, droit supérieur, droit inférieur, qui vont donner des mouvements d'élévation, d'abaissement, tout ça. OK? Donc, on a les muscles oculomoteurs et en même temps, on a les canaux semi-circulaires. On a trois canaux à droite et trois canaux à gauche. Chaque couple oculomoteur, voilà, chaque couple, exactement. Chaque couple oculomoteur, il travaille en synergie avec un canal. Donc, les horizontaux vont travailler avec les horizontaux. Donc, il y a vraiment une relation étroite et très importante entre les muscles oculomoteurs et le canal correspondant. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo très excellente en 3D, en 3 dimensions, qui permet de voir justement les muscles oculomoteurs en couleur et le canal en 3 dimensions. On voit bien quand je bouge ma tête à droite et à gauche, ou mes yeux à droite et à gauche, quel est le canal qui est stimulé. L'horizontal, voilà, c'est très très bien fait. Donc effectivement, il y a une relation très importante entre les... Et c'est ce qui nous aide et nous oriente justement dans notre gestion et prise en charge. Parce que comment je peux savoir que c'est le canal horizontal qui est atteint, qui est malade? Bien, c'est voilà, l'expression du nystagmus et les Quand j'ai un nystagmus horizontal, je vais comprendre que c'est le canal horizontal qui est malade. Ouais. Si j'ai un nystagmus rotatoire torsionnel, je vais comprendre que c'est mon canal postérieur qui est en train de souffrir. Si j'ai un vertical inférieur, c'est le supérieur qui est en train de... Donc, c'est très, très important tout ça, justement, pour ce travail, en fait, du couple entre les muscles oculomoteurs et l'oreille interne est excellent. Et c'est ça, c'est un outil très important. C'est le témoin, justement, d'un bon fonctionnement de l'oreille interne. Oui. Merci pour ces explications très détaillées. Merci beaucoup. Il y a une question de notre cher ami, Hammoul Badawi, qui nous pose la question VPPB et hypotension orthostatique. La différence, etc. Oui, tout à fait. Très pertinent comme question, justement, parce que on peut confondre. C'est vrai, il a tout à fait raison. C'est que parfois, on dit, j'ai bien expliqué que le VPP, c'est positionnel. Donc, effectivement, quand je bouge, quand je me lève, c'est aussi positionnel. Alors, la réponse, c'est tout simplement, il y a une différence entre les deux. Quand je dis VPP, quand je dis positionnel, c'est le mouvement de la tête dans l'espace, pas tout le corps. D'accord? On dit donc, ma tête, le fort, le test comme soleil, je veux regarder vers le haut, me dire c'est pâté, je veux, voilà, je suis plus libre, me donne à droite, me donne à gauche, je veux jardiner. Vraiment, c'est la tête, en fait. C'est vraiment l'appareil vestibulaire. Alors que les potentiels statiques, et je me lève. Et le nystagmus, déjà, on peut mesurer, si on veut s'assurer, on peut mesurer la tension en position allongée et puis en position debout rapidement. Et la différence de deux, c'est on est dans les potentiels orthostatiques. Ce qui est étonnant, j'avais discuté avec un cardio une fois que parfois dans certains les potentiels orthostatiques, on peut, c'est pas toujours le cas, mais on peut observer des petits nystagmus. Mais qui sont pas dus à un problème mécanique, c'est pas un problème visible, c'est pas le nystagmus typique du VPPP. Donc, c'est deux choses complètement différentes. L'hypotension orthostatique, mais qu'est-ce que le vertige rotatoire d'ailleurs? Qu'est-ce que voilà, une forme d'ébriété, voilà, une instabilité. Par contre, le VPPP, non. Le VPP, c'est pas le tangage, c'est pas l'ébriété. C'est vraiment c'est vraiment une rotation. Ou la taillara, vraiment, vraiment, voilà, et ça quelques secondes et ça s'arrête. Donc, elle dit la différence, c'est très important. Merci pour les éclaircissements et surtout merci pour la question pour votre ami. C'est une question pertinente aussi. J'apprécie beaucoup quand vous utilisez les termes des patients
parce que ça sert à rien. Des fois, il y a des gens qui se prennent pour des scientifiques, ils commencent à parler un langage 100% scientifique et à étudier voilà, ce qu'on fait avec le langage scientifique. Et une fois devant le malade, ils s'attendent qu'il leur parle de tangage, de vertige, alors que non, ils voient non, bien sûr que non. un langage. Là, par exemple, rien que, par exemple, au Maroc, voilà, quand j'étais en France, rien, même une région, le mot, il est différent. Voilà. كاين اللي كيقول لك مثلا عينيا كتزعلل، كاين اللي كيقول لك كتغزل، كاين اللي كيقول لك كتفرفر. Voilà, il faut. C'est vraiment. Donc, pour moi, je sais نقول ليه نستعجل، بس ما يحقش على نستعجل، c'est impossible. شي كيقول لك كتغزل، فهمتي، كترعد، ça dépend من الجنوب، فاس. Cela, c'est Gaza, c'est très différent. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette au niveau du. Voilà, c'est des termes. Voilà. Merci Madame Myriam, c'est très explicite. Une autre question, est-ce qu'il y a une étude voilà, qui montre, ou vous avez déjà entendu, que les séances d'acupuncture peuvent améliorer un petit peu les vertiges? Bah, ça dépend. Est-ce que ce sont des vertiges qui sont dus à une lésion? L'acupuncture, ça agit sur l'état général du patient, sur son état. Voilà. Donc, si cette personne, par exemple, a une maladie de Ménière, elle est tendue, elle est. Ça va aider. Mais si un patient qui a un VPVB, c'est mécanique, l'acupuncture ne peut pas aider dans ce sens-là. Oui. Même si il faut bien, parce que il faut savoir que quand on ne traite pas un vestibule, on ne traite pas une oreille interne, on traite un être humain. Un être humain qui a un appareil vestibulaire non fonctionnel. Donc, genre, yoga, relaxation, méditation, acupuncture, ne peut faire que du bien. Mais est-ce que ça va traiter le problème? Non. Oui. Merci. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Oui. Une autre question, est-ce qu'on peut régler le problème de surdité avec un appareil d'audition chez les malades qui présentent une maladie de Ménière? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça dépend du stade de la maladie. Dans la maladie de Ménière, l'audition ou la surdité, elle est très fluctuante. Au moment de la crise, il y a une forte surdité. Une fois la crise passe, le patient peut récupérer son audition. Donc, c'est vrai que l'appareillage, dans le cas il y a les maladies de Ménière en évolution, pose vraiment problème aux audioprothésistes. Il pose problème aux patients à l'âge parce que ça dépend du réglage. Quand il est en crise, l'audition elle est tellement basse qu'il va augmenter le niveau. Après, quand il va récupérer son audition, il ne va plus entendre, l'appareil va devenir comme un bouchon. Donc c'est pour ça l'appareillage des Ménières, il n'est pas comme l'appareil. C'est pas une surdité fixe, stable. Oui. C'est une surdité qui est fluctuante. C'est plutôt, c'est pas les plages ou des récepteurs de phase de fréquence qui sont altérés, qui captent les signaux sonores. C'est pas la même chose. Voilà. C'est le liquide, voilà, au niveau de la Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau de la maladie de Ménière, quelles sont les fréquences qui sont souvent touchées? Ce sont les fréquences graves. C'est pas les fréquences aiguës. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'appareil reste intéressant dans le cas où la fin de la maladie de Ménière, c'est vraiment que la surdité elle est vraiment stable, ou bien il y a des audioprothésistes qui sont compétents dans l'appareillage de Ménière. Ah oui. À ce moment-là, il faut voir l'audioprothésiste. Voilà, j'ai une maladie de Ménière. Ils ont la capacité, ils savent ça. Maintenant, les appareils, il y a beaucoup de générations jeunes et tout ça. Donc, il y a des audioprothèses qui sont formées d'ailleurs dans les congrès. On les trouve toujours dans les congrès de vertige, de tout ce qui est la Société internationale d'autoneurologie, par exemple, où ça traite que les vertiges. Notamment, il y avait un congrès dernièrement que sur la maladie de Ménière, tout un congrès que sur la maladie de Ménière, et il y avait beaucoup les audioprothésistes, parce que la maladie de Ménière, il n'y a pas que le problème de la surdité, il y a la confiance aussi. Oui. Imaginez l'audition où vous avez un bruit permanent. Avec un bruit, vous êtes gêné. Donc, l'audioprothésiste, il va essayer de masquer la bouffelle par des masqueurs, ce qu'on appelle des bruiteurs,
Et il doit amplifier l'audition. C'est pas évident. C'est un travail qui est difficile, mais alhamdoulilah, on a au Maroc des orthoprothésistes compétents dans le domaine. Ouais. Merci. Et une autre question, est-ce qu'une atteinte labyrinthique peut causer une perte totale de l'audition? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, une labyrinthite peut donner une perte totale de l'audition, effectivement. Très bien. Une autre question de notre cher collègue Oussama Kandi du Centre Nord de Casablanca. L'origine des acouphènes et de l'hyperacousie. Oui, alors l'acouphène, donc je vais commencer par l'acouphène. L'acouphène, il peut être... bon, déjà, c'est quoi acouphène? Acouphène, c'est acophénos. C'est une sensation, c'est une perception sonore sans avoir de son extérieur. C'est-à-dire, j'entends un bruit, mais il n'y a pas de stimulation à l'extérieur. C'est comme le phosphonateur pour les yeux, d'accord? Donc, ada ouais, l'acouphène. L'acouphène, c'est quoi? Ça peut être isolé, comme il peut être intégré dans une pathologie. Oui. Donc, intégré dans une pathologie, c'est par exemple la maladie de Menière. On sait que c'est l'origine. On ne peut pas traiter l'acouphène tout seul, on doit traiter le problème de la maladie. C'est un symptôme. Maintenant, il y a des acouphènes isolés. Les acouphènes isolés, qui peuvent dire dus à plusieurs origines, ça peut être un problème au niveau des articulations, des ATM. Ouais. Ça peut être un problème au niveau des cervicales. Voilà. Ça peut être un problème au niveau d'un traumatisme sonore qui va toucher et qui va détruire certaines cellules neurosensorielles aiguës au niveau de l'oreille. Et donc, l'oreille ne capte plus le bruit, donc il va en émettre. D'accord? Et c'est pas évident pour gérer et pour guérir des acouphènes. Il faut savoir, c'est ce qu'on appelle en arabe tanin. En anglais, tinnitus. D'accord? Donc, on peut avoir des acouphènes aigus, donc ce qu'on appelle des sifflements, et au plutôt grave, c'est ce qu'on appelle des bourdonnements. Maintenant, l'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est un vrai problème. L'hyperacousie, ou l'ex, c'est l'hypoacousie. L'hypoacousie, on a une surdité, on a une baisse d'audition. L'hyperacousie, on entend plus que ce qu'il en faut. C'est-à-dire que je ne supporte plus, je ne tolère plus les bruits. Je dirais un bruit comme l'hyperalgie. C'est une hyperréactivité, c'est-à-dire un petit bruit, je ne tolère pas. Il y a plusieurs façons de traiter ce problème. En général, ça vient chez les gens stressés. Parfois, ça peut être après un traumatisme sonore. Donc, une utilisation excessive via les écouteurs ou la chihaja. Travail, par exemple, dans certains milieux de bruit, comme les centres d'appel, comme les usines et tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est à l'ORL et c'est aux personnes compétentes justement en audioprothèse qui vont faire ça pour diminuer cette intolérance et cet inconfort justement à ce bruit. Oui. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Une autre question, en cas d'arthrose cervicale, donc déjà celui qui pose la question, Amine, il précise le diagnostic. Arthrose cervicale qui donne des vertiges. Est-ce qu'il faut faire la rééducation vestibulaire ou faire la kinésithérapie pour le rachis cervical? Comment il sait que l'arthrose cervicale est qui est à l'origine des vertiges? Amine, tu es en train de nous entendre. Si tu sais. Amine. Alors, Amine, moi, je veux dire, voilà, parce que comment on peut dire que c'est l'arthrose cervicale? Est-ce que le bilan fonctionnel, le bilan vestibulaire a été fait? Si le bilan vestibulaire a été fait, il est normal, il n'y a pas de problème, à ce moment-là, on pourrait dire oui. Mais s'il n'a pas été fait, on ne peut pas juger. Peut-être il a une arthrose cervicale, mais en même temps, il a un problème vestibulaire. Oui. Oui. Et les vertiges qui sont d'origine de l'arthrose cervicale, si l'appareil vestibulaire n'est pas touché, je ne vois pas comment on va travailler l'appareil vestibulaire alors que l'appareil vestibulaire est fonctionnel. D'accord, ouais. Sachant que dans la rééducation vestibulaire, malheureusement, on sollicite beaucoup les mouvements de la tête. Et avec l'arthrose cervicale, c'est donc si le bilan vestibulaire a été fait, il est normal, il faut traiter la
kinésithérapie comme voilà, le problème de cervicalgie. Si il y a le problème vestibulaire associé, à ce moment-là, la kinésithérapie, enfin classique, on va dire, plus la rééducation vestibulaire. Super. Mais je pense qu'avant de dire et avant d'être sûr que les vertiges viennent d'un problème d'arthrose cervicale, il faut d'abord éliminer la piste vestibulaire. Très bien, c'est très clair, merci, c'est très clair. Et une autre question, est-ce que le VPPB peut donner une perte de conscience? Non. Très clair, merci. Là, s'il donne une perte de connaissance, là, d'une perte de conscience, enfin de connaissance, il faut vraiment voir le neuro. Très bien. À moins que la personne, elle se redresse, par exemple, elle a un grand vertige, c'est la chute qui a donné le... Voilà, oui. Voilà. Mais pour que le VPPB donne une perte de connaissance. Non, ça peut être un truc central. Ouais. Ah non, voilà. Non. Ici, Madame Leïla, il revient et il nous pose une question. Déjà, Madame, il a précisé tout à l'heure que c'était le surhumain. Il parlait des surhumains. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. J'ai compris, voilà, c'était pas le terme. Hein. Voilà, moi, fidèlement, je prends les questions comme ici. Voilà. Est-ce que l'amblyopie ou la myopie agit sur les canaux correspondant aux muscles oculomoteurs faibles ou paralysés? Tu peux reposer la question? Est-ce que la myopie agit sur les canaux correspondant aux muscles oculomoteurs faibles ou paralysés? Et ça veut dire, moi, si je résume la question, moi, je résume la question, si j'ai bien compris, c'est par rapport à tout à l'heure, ce qu'on a expliqué, le lien entre les muscles oculomoteurs et le vestibule. Est-ce que, en cas de problème de myopie ou de paralysie de ces muscles ou de faiblesse, est-ce qu'ils vont influencer les canaux semi-circulaires correspondants? J'ai compris la question. C'est-à-dire, si j'ai une... C'est pas la myopie, parce que la myopie, c'est autre chose. Oui. Là, on n'est pas en train de parler d'une paralysie oculomotrice. Ou bien d'une paresse. Une paresse, c'est ça, oculomotrice. C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là, ces gens-là vont avoir peut-être un tangage, vont avoir un petit déséquilibre, mais ça ne va pas altérer ou détruire les canaux semi-circulaires. C'est le réflexe vestibulo-oculaire qui va être altéré. C'est la fonction. Mais pas le canal. Le canal, les cellules neurosensorielles ne vont pas être touchées. Mais c'est peut-être la fonction. C'est-à-dire que la personne qui a... D'ailleurs, les personnes, j'ai eu des patients qui ont une paralysie oculomotrice, ils ont la diplopie, ils voient double. Dans le regard de la position, ils voient double. Diplopie, voilà, soit côte à côte, soit et tout ça. Donc, il y a une altération générale du système de l'équilibre et du système et du réflexe vestibulo-oculaire, mais pas d'une façon... c'est le réflexe qui est touché. Voilà. Merci, Madame Myriam. Il y a une question qui se répète, je vais répondre. C'est à Stella Hassa, Stella 7 Sarah. Tu as posé la question à plusieurs reprises sur le labyrinthe. Madame Achibak, il a répondu, il a dit que oui, il peut causer une surdité. Une atteinte labyrinthique peut donner une perte d'audition. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça peut même donner une cophose. Une cophose, c'est une atteinte totale de l'audition, c'est-à-dire que la personne n'entend plus rien. Voilà, perte d'audition. Donc, je reviens aux autres questions. Concernant les vertiges vestibulaires, est-ce qu'il n'y a aucun médicament qui est efficace? On prend, ça veut dire un médicament et c'est... Si, heureusement. Il y a des médicaments efficaces, mais ça dépend du type de vertige. Par exemple, si c'est le VPPB, ça ne sert à rien. Parce qu'on a dit que c'est mécanique. Mais dans le cas, par exemple, de la maladie de Menière ou d'autres pathologies, on a le bêta-cert, par exemple, on a la giraxe, on a les vestibuloplégiques comme le tanganil, qui permet d'atténuer un peu cette sensation de vertige. Mais il ne faut pas les prendre tout le temps. C'est l'ORL à ce moment-là qui va donner un traitement bien déterminé en fonction du patient, en fonction de son âge, en fonction de sa maladie, du diagnostic. Mais heureusement qu'on est aidé par des médicaments qui peuvent favoriser la compensation, accélérer la compensation. Merci beaucoup. Une autre question. Il y a aussi ce qu'on appelle les diurétiques.
pour essayer de baisser cette pression intravestibulaire, il y a les diurétiques comme le Diamox, le Lectile et tout ça qui permettent de baisser les des gens qui vont aller aux toilettes souvent. Est-ce que vous pensez que ça c'est ma question à moi maintenant, qui me passe par la tête. Est-ce que vous pensez vraiment que les diurétiques ils vont faire l'affaire pour l'hydrops et le liquide au niveau? Les diurétiques, en cas de crise, oui. En cas de crise, il y a le glycérol aussi. Voilà, j'ai envoyé une invitation, Madame Ashbak va nous rejoindre, et voilà, elle nous rejoint. Parce que l'Instagram, il accorde pour le live une durée d'1 heure. Et là, on a passé déjà 1 heure, on ne sent pas le temps passer. Et donc, on va redémarrer le live. D'accord. La plupart de nos lives, ils sont comme ça, on dépasse 1 heure sans le son. Ça veut dire que les gens sont intéressés et puis c'est... Oui. Voilà. On ne s'ennuie pas avec toi. Alhamdulillah. Voilà. Donc, une autre question. Est-ce que le VPPB peut être associé à des céphalées? Non. Non. Très bien. Très bien. Le VPPB, j'ai bien expliqué tout à l'heure, c'est mécanique. Si c'est les céphalées, il faut voir. Peut-être c'est deux choses. Peut-être l'un n'empêche pas l'autre. Les céphalées et le VPPB. Mais le VPPB, voilà. Et il ne faut pas, parce que si le VPPB est atypique, parfois, il y a ce qu'on appelle les VPPPC. C'est les vertiges positionnés par cystique centraux. À ce moment-là, oui, il y a une association de céphalées. Dans ce moment-là, il faut faire attention, c'est plutôt central. Mais le VPPB comme ça, typique périphérique dû à des cristallins, il n'y a pas de céphalée associée. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de travailler sur le vestibule chez un sportif de haut niveau pour augmenter ses capacités d'équilibre? Et on parle de plasticité vestibulaire. Bien sûr. Pour les préparations, bien sûr. Chez les danseurs aussi. Vous savez, les danseurs, ils ont un bon sens d'équilibre. Pour les skieurs, oui. Ça existe. Il y a des gens, quand on était à Paris, il y a des sportifs de haut niveau pour avoir un meilleur équilibre. On fait de la rééducation, justement, on va dire d'entretien, de consolidation, mais l'appareil vestibulaire n'est pas lésé. Okay. Si. Super, merci pour la réponse. Une autre question par rapport, est-ce qu'il y a un lien entre les vertiges vestibulaires et l'ATM, les problèmes de l'articulation temporomandibulaire? Ça peut arriver, oui. Notamment, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout dans le cas des acouphènes. Oui. Et parfois, ça peut parfois donner justement des problèmes de vertige. Mais c'est des vertiges qui sont un peu, c'est plutôt une sensation de tête comprimée, c'est pas un vertige rotatoire. C'est un peu dans toute la tête. Je suis pas, c'est pas ça. Mais chez vous, sur le coton. Donc en fait, c'est pas le vertige typique. Mais effectivement, oui, ça peut donner ça. Merci. Il y a aussi, si tu permets, Madame Myriam, il y a le lien ici, le nerf qui va innerver le tampon de l'oreille, qui va être vraiment référé au même étage du nerf qui va innerver la capsule articulaire de l'ATM. Et à chaque fois, il y a des problèmes, il y a des interférences et le cerveau peut simuler comme des acouphènes ou simuler comme des problèmes de l'oreille. C'est possible. Écrit dans ce sens. Pour les vertiges de transport, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux vertiges de transport? Il y a beaucoup de choses à dire. En résumé, 2-3 phrases. Alors, c'est ce qu'on appelle les cinétoses. Donc, en fait, ou l'énopathie. Donc, le vertige on parle, il y a le mal de terre, il y a le mal de mer, et il y a le mal de l'air. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ça vient d'où? C'est tout simplement un conflit neurosensoriel entre ce que l'oreille donne comme information et ce que les yeux donnent comme information. D'accord? C'est-à-dire, je l'explique d'une façon très, très facile. Par exemple, on va dire le bateau, le mal de mer. Donc, le mal de mer, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ma cabine. D'accord? J'ai la télé devant moi.
j'ai le lit, j'ai le placard. Donc, en fait, pour les yeux, tout va bien. C'est une information normale. Par contre, qu'est-ce qui se passe? L'oreille, non. L'oreille, elle détecte, ou bien le vestibule, il détecte les mouvements anormaux du bateau. Et donc, en fait, le cerveau va recevoir deux informations opposées. Les yeux disent non, je suis bien, il n'y a pas de souci. L'oreille dit non, il y a une condition qui est bizarre, qui n'est pas habituelle. Et c'est ce conflit neurosensoriel qui va donner le mal de mer. Et c'est la même chose, par exemple, la voiture. Pour les enfants, par exemple, les enfants, si on veut éviter le mal de transport, la voiture, parce que qu'est-ce qui se passe? Ils sont assis, mais qu'ils chevauchent en général le paysage et ils vont subir une accélération, décélération, accélération, décélération, virage, la voiture. Donc l'oreille détecte qu'il y a du mouvement, mais leur appareil justement proprioceptif, leurs récepteurs, leurs yeux disent non, non, on est bien calé pour le fauteuil. Et donc ce sont tout qui va donner justement les nausées, les vomissements et tout ça. Et la rééducation vestibulaire a un rôle très, 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 très important dans les modes de transport. Merci. Il y a même un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'autoroute. Syndrome de l'autoroute. Ce sont des personnes qui vont avoir des vertiges à partir d'une certaine vitesse sur l'autoroute. Elles n'ont pas de vertige plagique parce qu'ils sont en train de voir, de fixer tout ça, mais l'autoroute, à partir d'une certaine vitesse, ça roule tellement vite que leurs yeux et leurs oreilles, ils ont un conflit. Ils ne vont pas dans la même direction et donc ça donne justement des vertiges avec une angoisse, avec pas mal de problèmes qui pourraient donner même des accidents de voiture. Merci. Quelles sont les conséquences d'une manœuvre non précise ou mal faite? Je préfère mal faite. Parce que non précise, je n'ai pas très bien compris. Mal faite, oui. Alors une manœuvre... Pas mal faite. En fait, il n'y a pas précise, non précise. Voilà, donc mal faite. Alors, j'aime bien cette question. Pourquoi? Parce que simplement, il y a un message derrière. D'accord? Je préfère, quand je ne sais pas, ne pas faire que faire n'importe quoi. Elle lèche. Parce que une manœuvre qui est mal faite, ou là, une manœuvre où je ne sais pas, je ne suis pas sûre que c'est le canal est atteint, où j'ai fait quand même une manœuvre, je risque de catapulter les cristaux partout. Au lieu qu'ils soient localisés dans un canal, je vais les mettre un peu partout. Et ça arrive parfois que les patients eux-mêmes fassent leur propre manœuvre, ou que je note un état qui est lamentable. Au lieu de libérer un seul canal, on doit libérer les trois canaux. Donc, on a le message à transmettre, c'est-à-dire que si je ne suis pas sûre du plan, si je suis pas sûre de ma manœuvre, si j'ai pas fait assister à une formation et j'ai pas essayé le fait de voir sur YouTube, voilà, c'est pas la même chose que vous savez, tous les kinés le savent que notre travail c'est de l'expérience, il faut qu'on touche, il faut qu'on fasse, d'accord? Si je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ne pas toucher le patient, que faire n'importe quoi. C'est ça le message derrière cette question importante. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez, c'est une question de Msrol Kauta, qu'est-ce que vous pensez sur la manœuvre, la nouvelle manœuvre libératrice en cas de VPPP? Je ne sais pas quelle manœuvre, nouvelle manœuvre. Il y a plusieurs manœuvres libératoires. Oui. Msrol, je vais lui demander de préciser sa question. Msrol Kauta, si tu peux nous préciser ta question ou nous dire la manœuvre. Le nom de la manœuvre, voilà, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des douleurs avec le VPPP? On peut avoir des douleurs ou non? Non, peut-être des douleurs au niveau du rachis cervical, parce qu'à force, on ne bouge pas la tête. On a compris qu'à chaque fois que je vais bouger la tête, je vais avoir des vertiges. Donc, quand vous voulez, la personne gagne des posture comme ça, elle ne bouge pas. C'est tout. Mais il n'y a pas de douleur. Très bien. Au niveau de l'oriental, il n'y a pas de douleur. La souffrance, c'est le vertige. Une question de Widad Wajou de Rabat. Je vais résumer sa question. Elle dit: qu'est-ce qu'on fait en rééducation vestibulaire? Qu'est-ce que vous faites en rééducation vestibulaire à part
l'utilisation de fauteuils rotatoires ou de l'optocinétique ou de la plateforme de posturographie, quels sont les exercices que vous faites, etc. Houda. Là, Elle c'est pas s'appelle Houda. Wided. Oui. Alors, Wided, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'on appelle la rééducation à la carte. C'est pas du prêt à porter. C'est pas comme ça un protocole ficelé et on fait, voilà. Non. En fonction du patient, en fonction de son âge, en fonction de sa pathologie, on fait un bilan pré-rééducatif, on fait l'état des lieux, quand la personne a dit, bien sûr, ses contraintes sociologiques, ses contraintes professionnelles, elle, comment elle est cette personne. On peut avoir la même pathologie chez deux personnes différentes et ils vont évoluer différemment. Et à ce moment-là, je vais ficeler un plan de travail, une conduite à tenir qui est propre à chaque patient. Et ça, justement, c'est la pratique, c'est les formations qu'il faut faire et tout ça. On ne peut pas dire comme ça, peut-être l'optocinétique, le fauteuil rotatif. Non, il y a tellement de choses et une bonne base et une bonne connaissance physiopathologique, anatomique aussi, et bien sûr, un bon contact avec le patient aussi, font de sorte qu'on fait un peu notre protocole proprement dit qui est justement personnifié et personnalisé pour chaque patient. Très bien. Une autre question de Saad Behtet qui a posé la question tout à l'heure par rapport aux sportifs. Est-ce qu'il y a une explication sur les vertiges des grandes surfaces? Oui. Là. Oui. Désolée, je réponds vite parce que... De l'agoraphobie, etc. Oui. Alors, donc les vertiges des grandes surfaces, justement, il faut faire la différence et la part entre est-ce que c'est de l'agoraphobie? Oui. Ou bien la dépendance visuelle. L'agoraphobie, on sait ce que c'est une phobie que les gens ont une panique et tout ça quand ça bouge et tout ça. Par contre, la dépendance visuelle, c'est vraiment vestibulaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai un problème vestibulaire, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y a une compensation du système visuel. C'est-à-dire, mon oreille ne fonctionne pas, mes yeux vont travailler plus que ce qu'il en faut. Donc, ils vont travailler leur principale fonction qui est la vision, mais en plus de ça, ils vont travailler l'équilibre. Ils vont se retrouver avec deux fonctions à assurer par compensation ou bien substitution du déficit pour pallier au déficit de l'oreille interne. À un moment donné, au départ, on est dans la préférence visuelle, c'est pas pathologique. Après, on devient dépendant visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau va croire à tout ce que les yeux vont lui donner comme information. Et souvent, l'information donnée par les yeux, c'est une information qui est leurrée. C'est-à-dire que quand ça bouge à l'extérieur, pour le corps, c'est lui qui bouge. Parce que bouger à l'extérieur, les gens qui vont bouger, c'est quoi? C'est un glissement rétinien. C'est un glissement d'image sur la rétine. C'est une information qui est exocentrée à l'extérieur, mais qui va me perturber. D'accord? Et ça donne quoi? Il n'y a plus le conflit, parce que l'oreille ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas le conflit. Donc, le cerveau, il omet complètement l'oreille interne, il va croire à ce qui se passe au niveau des yeux, et malheureusement, ça donne des vertiges, une instabilité qui n'a rien à voir, c'est pas psychologique, mais une grande gêne au niveau des grandes surfaces, qu'on réduit justement par l'optocinétique, par mettre le patient dans cet inconfort. On a plusieurs logiciels, on a plusieurs systèmes pour travailler le patient avec un environnement leurré. Au départ, il a des vertiges, il a des nausées, il tombe, et petit à petit, il va comprendre, le cerveau va comprendre que c'est pas son corps qui bouge, mais c'est l'environnement extérieur qui bouge. Très bien. Merci pour ces explications claires. Il y a Wided Ouhjou qui repose sa question, qui a dit non, il voulait dire que est-ce qu'on peut faire la rééducation? En fait, c'est l'installation. Est-ce qu'on peut faire la rééducation vestibulaire sans avoir le matériel, les outils? Quel matériel? L'optocinétique, la posturographie, le fauteuil rotatoire, etc. Est-ce qu'on peut faire voilà, à ce moment-là, il va faire la rééducation de l'équilibre. Voilà, il va faire la rééducation de l'équilibre. Ce n'est pas la rééducation vestibulaire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un fauteuil rotatoire ou de l'optocinétique qu'on ne peut pas aider les patients. Bien au contraire. C'est pour ça que j'insiste et je dis et je redis et je répète qu'il faut de bonnes connaissances
physiopathologique et anatomique. Et il faut avoir un sens de cohérence, de logique dans le travail. Je peux bien, si j'ai pas le fauteuil, travailler. Quel cabinet m'endouche un fauteuil, ou là une chaise, ou là un tabouret. Je peux faire des exercices sur le tabouret. Quel cabinet de kinésithérapie m'endouche un plateau de Freeman, ou un plateau de vaisseau, ou un trampoline. Je peux faire des merveilles sur un plateau de. Mais je dois savoir ce que je veux faire. Quelle est la pathologie et qu'est-ce que je cible. Par exemple, pour un problème autolytique, faire sauter le patient sur un trampoline. Travailler les canaux circulaires avec les mouvements de la tête, les mousses, il y a plein de choses à faire. Après, bien sûr, pour un meilleur travail, c'est l'optocinétique, puis après, il y a le fauteuil, mais c'est pas parce que je n'ai rien du tout que je vais pas pouvoir travailler. Bien au contraire, au départ, a dit la rééducation, il a commencé par quoi? Mais juste, il faut faire un bon travail et surtout, qu'est-ce que je veux faire? Mais chez Rara, la rééducation vestibulaire, vous savez, non. La personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une lésion au niveau du nerf vestibulaire droit. Bon, voilà. Voilà. Pour le moment, est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? Je dois travailler un crayon, un stylo, le pouce, des exercices un tapis de marche. Je peux faire plein de choses sur un tapis de marche. Des accélérations, des décélérations, la marche des yeux fermés, des piétinements sur des mousses. On peut faire des choses. On n'est pas obligé de. Même si, ce qu'on appelle ça, le stroboscope. Oui. On peut l'acheter, on peut faire des choses. Mais il faut faire des choses correctement, il faut avoir un son. Oui. Merci. Cette réponse, il résume 3 ou 4 questions. Ils étaient posés dans le même sens. Et sans trop vous retenir, c'était un live chouette, excellent. Avec plaisir, avec plaisir. Je vois que des remerciements, que excellent live, clair. C'est vraiment avec plaisir, c'est vraiment avec plaisir. Quand on peut donner, quand on peut donner, il n'y a pas de souci. On va poser une dernière question de Madame Sherifa Moujahid. C'est parce que c'est Madame Sherifa Moujahid, donc on ne peut pas laisser la question passer. Salut Sherifa. Voilà, elle est parmi nous. Elle a aussi nous a honoré. Elle a parlé de sa spécialité, la rééducation en neurologie. Elle nous a parlé de façon très claire, explicite sur la sclérose en plaques et je la remercie beaucoup. C'est une conne en éducation neurologique, Sherifa. Mais bien sûr, on est fiers d'elle. Donc, question, s'il te plaît, comment expliquer avoir la sensation de vertige assez permanent dans la journée après un déplacement de la tête en bas? Permanent, qui dure dans le temps. Elle dure. Après un déplacement de la tête vers le bas. Bon, quand on dit la tête en bas, c'est déjà, on est dans le positionnel. Oui. D'accord. Alors, soit, c'est des hypothèses, hein, d'accord, soit probablement, il peut y avoir des petits cristaux légers, d'accord, parce que quand on a beaucoup de cristaux, c'est le vertige. Mais parfois, on peut avoir quelques débris. Des petits débris qui ne vont pas donner le vrai vertige rotatoire et c'est difficile à traiter. Pourquoi? Parce que on ne va pas donner ça, c'est pas le vertige typique, mais ça donne un état d'ébriété permanent, c'est-à-dire la personne n'est pas à l'aise. Elle fait son travail, elle bouge, elle conduit, c'est pas ça, ça arrive. J'ai beaucoup de patients qui ont ça. Comme ça peut être un problème au niveau des cervicales. Parce que comme ça, quelle est la part des cervicales aussi? Et la troisième hypothèse, c'est un problème pressionnel. C'est le liquide. Il y a une petite pression, mais pas une hyperpression. Une légère augmentation de la pression. Et quand je fais comme ça, il y a une variation avec la pesanteur qui peut donner un état général d'ébriété. Mais ça reste. Oui. Il faut peut-être faire un bilan bien poussé pour voir la part de est-ce qu'elle a un problème vestibulaire, est-ce qu'il y a une atteinte qui n'est pas connue, mais certainement cette personne ne va pas avoir un tangage comme ça, elle le décrit bien, un tangage permanent, sans rien. Donc ça doit être localisé soit au niveau des cervicales, soit au niveau de l'oreille interne. Au niveau de l'oreille interne, soit c'est un problème pressionnel, mais minime, c'est-à-dire un début,
soit c'est un problème de cristaux qui sont éparpillés. Voilà. Si vous permettez, j'ajoute un truc, c'est que même les cristaux, c'est des petits débris, ou des fois, c'est la viscosité du liquide. C'est la viscosité du liquide voilà, qui peut-être cette personne a un liquide endolymphatique plus visqueux que la normale, etc. Et ça donne un temps de latence plus important à cette sensation, la prolonge un petit peu. Exactement. Alors, la viscosité, oui, oui, mais la viscosité, c'est que juste le vertige, il tarde. C'est-à-dire, à la fin, on a un vertige quand même. D'accord? Or, cette personne, elle ne parle pas de vertige. Elle parle de tangage. C'est une ébriété. Sensation de vertige. Sensation. Elle n'a pas dit vertige. Si elle avait dit vertige, effectivement, les cristaux vont prendre, mais ça ne va pas durer toute la journée. Oui. D'accord? C'est-à-dire, dans le cas de VPPB, juste ce que tu viens de décrire, très important pour les kinés, pour qu'ils comprennent ce que tu veux dire, c'est que quand on bouge la tête, quand on fait notre manipulation, on attend un temps de latence pour que les cristaux bougent. Les cristaux, c'est à peu près, je ne sais pas, il me semble, il y a quelque chose normal. Oui. Voilà. C'est un peu comme ça, d'accord? Admettons, par exemple, il y a l'oreille, d'accord? Le canal ou le liquide. Il est quand de la confiture ou le miel, il est quand géré, donc le vertige va être rapide. La latence maintenant, quelques secondes. Mais admettons, de la confiture, du miel, ça va prendre du temps. Donc, mais ça va finir par descendre quand même. Juste que ça va prendre plus du temps. Mais le vertige va apparaître quand même un vrai vertige comme le premier vertige. Juste que le temps d'attente est plus important. Or, ce qu'elle décrit, Sharifa, elle dit que non. Elle dit qu'à chaque fois je baisse la tête, peut-être elle ou peut-être un de ses patients ou l'un de ses connaissances, qu'on continue un mouvement de la tête vers le bas toute la journée. Attention, toute la journée. C'est-à-dire c'est durable dans le temps, et là c'est une sensation de vertige. Ce n'est pas un vertige, c'est une sensation de vertige. Donc avec le mot sensation de vertige, il y a beaucoup de choses à... Voilà. Il y a beaucoup de questions, donc voilà, il faut piocher. Ça sera une occasion de parler avec Sharifa, donc elle peut m'appeler. Merci. Donc il n'y a que des remerciements. Je vais lire un commentaire de Madame Fulgougui. Voilà, quand même, il dit qu'il faut adresser les patients chez les kinésithérapeutes qui sont spécialistes. Voilà, spécialistes en rééducation vestibulaire. Pour faire des formations solides pour bien soigner les patients. Et enfin, il dit on ne peut pas tout savoir. Et j'aime bien son message parce qu'il est clair et net. Et parce que je prends l'exemple, je ne veux pas parler de moi, mais je prends l'exemple, j'ai fait la formation 2 fois avec vous, vous pouvez le confirmer. Une fois à l'hôpital, Iachi est allé sur un an, une fois au master. Et en même temps, j'arrête pas à vous adresser les patients, je ne prends pas de patients vertigineux. Juste au cas où, si je suis avec quelqu'un de la famille, etc. Et comme votre... Exactement. Ce qui est intéressant, bon, je suis tout à fait d'accord avec le message de Leïla. C'est vrai, elle a tout à fait raison. Et je la salue, justement. Elle est très compétente en la matière de le drainage lymphatique, la l'apnée respiratoire, tout ce qui est orthopédie et tout ça. Et elle n'a jamais, même en vestibulaire, elle en a fait. Mais à chaque fois qu'elle a un patient, elle adresse. Elle m'adresse, voilà. Maintenant, le message que j'ai à transmettre pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de malades vertigineux, que vous ne pouvez pas imaginer le nombre. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. ما يمكنش واحد من طنجة ولا من وجدة يعيش الطريق jusqu'à Casa pour une manœuvre qui dure 5 minutes. C'est là le rôle de formation et les vraies formations. D'accord? Parce que quand on fait une bonne formation et on apprend, on peut soulager le malade. Si au moins on ne peut pas le soulager, au moins on sait l'adresser. Alors, le problème, c'est que le patient, il est perdu parfois, il ne sait pas où aller. Elle a combien de kinés que j'ai formés avec toi, justement, من العرايش, من الأصيلة, tout ça, كيشوفوا كيعرفوا بأن c'est un VPPB وكيصيفطوا كيقولوا لهم vous voulez partir à Cannes, الناس كيجيو مساكن. كيجيو quand même. Donc, c'est pour ça, savoir, apprendre, عرفت ندير وهذاك, أنا même moi, avec le petit bagage que j'ai, et كنقسم لكم بالله, c'est que j'ai des cas, أنا ما كنعرفهم حتى شي حاجة, je les oriente. ولكن عيط mon prof à Paris.
ولكن نقول عندك الامكانيات انا ça me dépasse. Donc ولكن on peut pas tout savoir. Et comme je dis toujours, merci à nos patients qui nous ont payé pour apprendre notre métier. C'est à force de faire. انا ما حتى شي حد ما بدات معلم كل شيء. شويه بشويه بشويه كتجيك هاد لوكات كتشوف comme en toute discipline ماشي غير la discipline du vertige. Donc il faut savoir apprendre, il faut aller dans les congrès, il faut faire des formations avec des gens bien sûr les connaissent un petit bagage et après le reste va venir tout seul. Mais il n'y a pas de secret, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Merci. Mais il y a à faire. Oui, merci beaucoup pour le conseil, merci beaucoup pour ce live, ce magnifique. L'objectif ديالنا شوف الرزق كنقولها كما ديما كنقولها الرزق بيد الله. الرزق on a un métier noble. رزقنا راه كيجينا ما سي با سا بروبليم مي le soulagement والخير اللي كنديرو في لي مالاد ديالنا toutes les disciplines en neurologie en pédiatrie en kiné respiratoire c'est soulager des maux des souffrances. Il n'y a pas de il n'y a pas de prix. Oui. Merci encore une fois. Oui. Merci beaucoup, Madame Achebek. Tout le monde vous remercie ici dans les commentaires. Et ils réclament un live. Les gens déjà, ils réclament à notre live. Donc, avec plaisir. Et pour la formation, il y a plein de projets pour l'année prochaine. Inch'Allah. Après le déconfinement, les choses vont être, Inch'Allah, meilleures. Le confinement nous a montré beaucoup de choses. Oui. Il nous a donné beaucoup de messages. Alhamdoulilah, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif aussi. Et Inch'Allah, on va voir. Comment c'est prometteur. Voilà, on ne va pas trop parler, mais Inch'Allah, ça va être toujours dans le partage. On apprend toujours. Quand je forme, moi, j'apprends énormément avec vous. Et bien sûr, كنحاولوا نعطيو شوية من داكشي اللي كنعرفوا وهذه كتسمى صدقة جارية. Voilà, le partage de la كنا علمونا العلمون نتوما تعلموا c'est comme ça. Exactement. Merci beaucoup. Et bon courage, bonne continuation. Et à très vite, Inch'Allah, dans de meilleures conditions. À très vite, Inch'Allah. Merci à tous. À très vite. Merci beaucoup.